Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice de Carpigny, votre animatrice sur cette session d'INRIA Faites la Science, un événement entièrement dématérialisé. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Lors de cet événement, vous rencontrez des chercheurs en direct sur des sujets très variés pour tous les âges. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et il nous reste 2 interventions, donc Olivier Goury ce matin et une table ronde nature, santé et sciences du numérique cet après-midi. Pour l'instant, je suis ravie de retrouver Olivier. Bonjour Olivier. Salut. Tu es chercheur de l'équipe recherche d'IFROST. On te reçoit pour la simulation numérique au secours de la chirurgie avec l'exemple des implants cochléaires. Aujourd'hui, donc, nous évoquons le thème des mathématiques appliquées à la chirurgie avec l'exemple de ces implants cochléaires. Pour le public, sur le côté de votre écran ou au-dessous, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions tout de suite si vous le souhaitez. Nous les poserons à Olivier en fin de session. Nous avons également 2 quiz qui sont en ligne sur la même page, la page de diffusion où vous voyez notre présentation. Olivier, je te laisse nous parler de ton sujet, donc la simulation numérique au secours de la chirurgie. Ok, merci Alice. Donc je vais vous parler d'implantation cochléaire. Donc c'est un outil qui est utilisé pour aider les sourds. Et je vais montrer en fait cette opération est un peu complexe, comment la simulation numérique peut venir aider le chirurgien dans son intervention. Alors, juste de quoi je vais vous parler pendant cette courte présentation. Donc je vais expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un implant cochléaire, parce que je suppose que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Et je vais aussi expliquer pourquoi l'opération de chirurgie est en fait assez difficile et pourquoi ça ne marche pas à tous les coups. Et puis après, on verra juste un peu simplement comment fonctionne une simulation numérique et à quoi ça va servir. Et puis je montrerai des exemples à la fin, en vidéo. Alors, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un implant cochléaire. Et avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un implant cochléaire, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû entendre parler des aides auditives. Donc, c'est un outil un peu plus simple. Donc, là, c'est relié à un microphone. Donc, le son est simplement amplifié pour la personne qui le porte. Et du coup, par contre, donc ça marche bien pour les personnes malentendantes. Mais par contre, pour quelqu'un qui est vraiment sourd, quand on est sourd, on a beau amplifier le son très très fort, ça va donner mal à la tête, mais ça ne permet pas d'entendre. C'est insuffisant pour des personnes sourdes profondes. Voilà, je vais passer à la suite. Donc, Élise, tu voulais faire le sondage Oui. En fait, on va faire un quiz, le premier quiz de la session. La question, c'est quels sont les plus petits os du corps? Donc, est-ce que tu penses que… Donc, j'invite le public à aller répondre à la question sur le quiz dont on a parlé tout à l'heure. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a répondu. Olivier, tu es confiant sur la réponse? Tu penses que c'est une question qui est assez facile? Je pense que les gens vont trouver en majorité, oui. Parce qu'on a mis des pièges. Hein. Il faut savoir que donc, les plus petits os du corps, c'est le marteau, l'étrier, et tu m'avais dit le troisième? L'enclume. Voilà. Et donc ça, c'est un groupement d'os. Je pense que on va bientôt pouvoir donner la réponse. On laisse encore quelques secondes. Et du coup, on a mis quand même quelques pièges dans le quiz puisqu'on a essayé de mal vous orienter. On trouve la question un peu facile. Je pense qu'on peut donner la réponse. Je te laisse faire, Olivier? Oui, la réponse, c'est les osselets. Du coup. Ouais. Et alors, du coup, je vais en parler juste maintenant. Donc, pour comprendre, avant de vous parler d'implant cochléaire, je vais juste revenir à comment fonctionne l'audition dans le corps humain. Donc, si vous voyez ma souris là, l'idée, c'est que le son va venir se propager dans le canal auditif qui se trouve ici. Du coup, ça va arriver sur cette paroi bleue qui est le tympan. Donc, ça va faire vibrer le tympan. Et du coup, c'est le tympan qui va faire bouger les osselets, justement. Ces 3 petits os, donc qui sont les plus petits os du corps humain. Et ensuite, donc l'onde va se propager jusque dans cet organe ici en forme de spirale qu'on appelle la cochlée. Et alors, l'idée, c'est que le son va se propager là-dedans.
Donc, vous avez sur la droite, là, une coupe de la cochlée. Alors, je vais passer sur la slide d'après, on verra mieux. Donc, le son arrive dans la cochlée. Alors, la cochlée, c'est vraiment un truc, vous pouvez le voir comme une coquille d'escargot. Donc, ça a vraiment un peu la même forme. Et l'idée, c'est que le son va se propager dans cette spirale. Et vous voyez que dans la cochlée, du coup, vous avez une membrane, en fait, qui vient couper la spirale en deux. En fait, quand le son se propage dans la cochlée, la membrane vibre. Et en vibrant, en fait, sur la membrane, il y a des petites cellules qui, en vibrant, émettent un petit signal électrique. Et ce signal va être transmis au nerf auditif. Alors, si vous voyez toujours ma souris, le nerf auditif, c'est ce qui arrive par-dessous la cochlée ici. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'on va entendre. Et selon que le son est grave ou aigu, eh ben, il va se propager plus ou moins loin le long de cette coquille d'escargot, de cette cochlée. Et du coup, ça va stimuler des parties différentes du nerf qui vont faire qu'on va distinguer des sons graves des sons aigus. Donc, c'est le principe. Et chez les personnes vraiment sourdes, ce qui se passe, c'est que soit cette membrane, donc pour information, elle s'appelle la membrane basilaire, soit cette membrane est endommagée et du coup le signal électrique n'est pas transmis au nerf, soit ça peut être les osselets justement qui sont manquants. Quelquefois, il peut manquer un os et du coup le transfert ne se fait pas. Ça peut être un peu tout le long de l'oreille moyenne qu'il peut y avoir un problème qui fait que la personne n'entend pas. Et alors du coup, le principe de l'implant cochléaire, ça va être d'essayer de passer directement du son entendu à la stimulation électrique du nerf. Et pour ça, donc, on utilise un porte-électrode. Donc, c'est ce que vous avez là sur la droite de l'image. Donc, à la base, ce n'est pas précourbé, en fait. C'est souvent droit au départ, avant de faire l'opération de chirurgie. Donc, c'est une petite tige en silicone avec des électrodes placées tout le long de sa longueur, environ une vingtaine. Et l'idée, c'est que, alors du coup, sur le schéma, vous avez un micro. Le son est entendu par le micro. Il va être converti en signal électrique qui va être transmis, du coup, jusqu'à ce porte-électrode qui, lui, doit être inséré dans la cochlée, tout le long de la cochlée, dans la spirale. Et du coup, selon que le son est grave ou aigu, le signal électrique qui va être transmis aux électrodes va changer et va stimuler directement le nerf. Donc, on passe directement du son entendu à la stimulation du nerf et on peut sauter toute l'étape du milieu qui se passe donc où on sauter les osselets, sauter le tympan, ce qui permet du coup à des gens sourds de retrouver l'ouïe en quelque sorte. C'était ça que tu voulais dire, Alice. Oui, ben en fait, j'étais en train de m'étonner moi-même de me dire, en fait, il est en train de nous dire qu'il est en train de rendre l'ouïe, enfin, avec avec les chirurgiens, l'ouïe à des gens qui ne l'ont plus. Voilà. Voilà, c'est la puissance de cette opération. Donc, ça, c'est fantastique, en fait. Hein. Quand ça marche, ça peut marcher très bien. Alors, par contre, c'est pas si simple. Donc, a priori, si l'implant est bien inséré, ça se passe très bien. Mais la vraie difficulté, du coup, c'est de venir insérer le porte-électrode dans la cochlée. Il faut imaginer qu'il faut venir insérer ce petit implant qui a du coup, qui fait à peu près 2 cm de long et moins d'1 millimètre de diamètre, à peu près un demi-millimètre de diamètre, pour venir insérer cet implant. Donc, le chirurgien fait une mastoïdectomie, donc c'est-à-dire on peut creuser l'os derrière l'oreille pour avoir accès directement à l'entrée de la cochlée. Et alors, en fait, là, je vous ai mis en bas les images. Alors, désolé, c'est un peu vif. On va passer vite parce qu'il y a Fabrice, notre modérateur, qui me dit dans l'oreillette qu'on est en train de perdre la moitié du public qui tombe dans les pommes. Donc, ouais, alors je vais expliquer très vite ce qui se passe. En fait, c'est ce que voit là, vous avez un peu à l'image, ce que voit le chirurgien quand il va venir insérer. En fait, il voit juste un petit trou noir qui correspond à l'entrée de la cochlée. Vous avez quelque part par là. Et il va venir avec une pince pousser le porte-électrode dans ce trou. Et du coup, en fait, il n'a pas d'imagerie pendant l'opération, donc simplement il pousse l'implant dans le trou, mais il n'est pas forcément sûr de ce qui se passe. En fait, il essaie d'insérer entièrement le porte-électrode dans la cochlée, mais il voit pas forcément ce qui se passe. En fait, il pousse, et quand ça bloque, il s'arrête, on referme, et du coup, c'est seulement le lendemain, alors là, je change de slide, c'est seulement le lendemain qu'on peut faire un scanner et voir comment vraiment est placé l'implant.
Alors, le cas idéal, c'est ce que vous avez à gauche ici. Donc, la cochlée, en fait, cette spirale, elle fait à peu près 2 tours et demi, en fait. Mais les implants sont faits pour être insérés sur 1 tour et demi à peu près. Donc, c'est à peu près l'image que vous avez là. Donc, l'idée, c'est qu'on faut bien insérer quand même sur 1 tour et demi pour pouvoir stimuler une grande plage de son. En fait, là, vous avez les petits points blancs brillants, ce sont toutes les électrodes qui sont placées le long de l'implant. Du coup, vous imaginez bien que mieux on l'insère le long, mieux on va pouvoir stimuler le nerf à différentes zones et mieux les résultats seront bons. Alors ça, c'est le cas idéal à gauche. Malheureusement, je ne sais pas exactement les pourcentages, mais en gros, dans une grande proportion des cas, ça se passe pas aussi bien. Donc, par exemple, le cas à droite, c'est un cas relativement courant où en fait, on va venir insérer l'implant et il va se retrouver bloqué avant d'avoir pu faire le tour et demi. Et du coup, vous avez une partie de l'implant qui reste à l'extérieur. Donc là, c'est pas absolument perdu parce qu'on peut quand même stimuler une partie du nerf, mais forcément, on a moins de plage de contrôle, donc les résultats seront un peu moins bons. Et un cas qui est plus rare, mais qui arrive malheureusement, c'est en fait ce qui se passe, c'est que la pointe de l'implant se prend directement dans l'entrée de la cochlée et ça fait qu'en fait l'implant se plie en deux. Du coup, on peut insérer que sur une toute petite partie. Donc, on peut désactiver une moitié des électrodes et n'activer que la partie qui est en contact. Mais forcément, là, ça va pas très bien marcher. Donc, voilà, c'est là où on en est un peu aujourd'hui dans l'implantation cochléaire, mais ça marche quand même assez souvent. Mais ça marche pas assez bien pour que, par exemple, on le propose à des gens qui seraient malentendants et auxquels on voudrait aider à améliorer leur audition. On le propose que à des gens vraiment sourds, en fait, de nos jours. Parce qu'on a peur d'endommager des gens qui entendraient quand même pas si mal. Donc, on le propose pas à tout le monde, quoi. Donc, le chirurgien, lui, il a quand même un contrôle un peu de ce qu'il fait. Il peut, du coup, avec l'imagerie avant l'opération, il peut voir quelle est la dimension de la cochlée de la personne et adapter le type d'implant qu'il va venir utiliser. Il peut, du coup, ça c'est un peu difficile, mais puisqu'il voit juste le trou d'entrée, il connaît à peu près quel est l'angle d'insertion à choisir pour rentrer le mieux possible dans la cochlée. Mais ça, c'est un peu au jugé de chaque chirurgien, en fait. Il n'y a pas de théorie qui dit est-ce qu'il faut plutôt arriver dans le sens de la courbe ou plutôt vers l'intérieur. Ou bon, ça, c'est un peu au jugement de chaque chirurgien. Et puis forcément, il peut être plus ou moins doux dans la façon avec laquelle il va venir insérer. Il peut faire des allers-retours aussi. Voilà. Alors, et une dernière chose dont j'ai pas parlé. Alors, je me permets de revenir sur la slide précédente. Donc, insérer l'implant entièrement, c'est un paramètre de succès de l'opération. Et un autre qui est très important aussi, c'est insérer, mais sans créer trop de dommages sur les parois de la cochlée. Donc, on veut insérer, mais sans appliquer trop de force sur les parois de la cochlée qui sont quand même fragiles, parce qu'on veut pas endommager. Donc, on veut tout insérer, mais créer beaucoup de traumatisme, c'est pas terrible non plus. Donc, il faut l'insertion idéale, ce serait d'insérer complètement et tout en douceur. C'est ça qu'on cherche à faire. Alors, je vous ai toujours pas parlé du numérique pour l'instant. Alors, du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer le taux de réussite de l'opération. Alors, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire une insertion virtuelle sur ordinateur. Donc, on va faire une simulation de ce qui se passe vraiment dans le corps à l'aide du coup, avec le scan, on peut faire le scan de la cochlée du patient. On peut avoir vraiment la forme réelle spécifique à chaque patient de cochlée et venir essayer d'insérer virtuellement une cochlée à l'intérieur pour tester différents scénarios, par exemple. Ça permet de tester différents types d'implants, de tester différents angles d'insertion pour essayer de trouver quelle est la meilleure stratégie pour venir insérer très bien l'implant et sans appliquer trop de force pour ne pas créer de traumatisme. Alors, là, je vais expliquer un petit peu comment, très brièvement, comment fonctionne, quels sont les principes de comment on fait ça, en fait, une simulation numérique.
Alors, l'idée, c'est qu'on se base, en fait, au tout départ, le point de départ, c'est des équations qui ont été faites déjà il y a plusieurs centaines d'années, en fait. Donc, par exemple, vous avez la loi de Coulomb, c'est le monsieur que vous avez là, qui lui a fait une loi qui est encore utilisée aujourd'hui pour la friction, donc qui définit en gros selon les forces qui sont appliquées, est-ce que l'objet va avoir tendance à glisser ou plutôt à rester collé. Vous avez Newton, lui, qu'on utilise pour c'est l'équation qui donne le mouvement des objets dans l'espace en fonction des forces qu'on leur applique. Comment est-ce qu'ils bougent. Vous avez la loi de Hooke qu'on utilise pour modéliser le matériau. Donc ça, c'est une loi qui nous dit les forces si je déforme l'objet d'une certaine façon, eh ben, quelles sont les contraintes qui vont faire qu'il va vouloir revenir à sa position d'équilibre. Donc on utilise ces lois un peu historiques en fait au départ. Alors là, j'ai mis une seule équation. Donc l'idée, c'est qu'on veut un équilibre entre l'inertie de l'objet. Donc c'est le terme que vous avez à gauche là, c'est la masse fois l'accélération de l'objet. Donc c'est vraiment son inertie dans l'espace. Et on veut que ce soit en équilibre avec les forces qu'on applique dessus. Bon, c'est ça l'idée. Et les forces qu'on applique dessus, il y a des forces externes, donc ça peut être le poids de l'objet. Dans le cas de l'implant dans la cochlée, le truc est très léger, ça a vraiment très peu d'influence en fait. Ce qui compte plus, c'est les forces internes. Donc là, ça va être pour dire si le matériau est mou ou dur, eh ben, on va pas avoir les mêmes forces. Donc s'il est dur et qu'on le tord, ça va créer une très grosse force, alors que s'il est mou, ça va créer une petite force. Donc c'est un paramètre qui dépend vraiment du matériau qui est utilisé. Et le dernier paramètre, c'est celui qui prend en compte les contacts. Donc du coup, c'est là qu'on va mettre la loi de la friction, par exemple. Et ça va être très important pour modéliser l'insertion de l'implant dans la cochlée, puisque c'est ça qui va déterminer s'il va se bloquer ou pas, en fait. Voilà. Et alors du coup, ça c'est bien beau. Donc on écrit une belle équation, mais du coup, on ne sait pas la résoudre comme ça avec un papier et un crayon, en fait. C'est trop compliqué à résoudre pour qu'on puisse donner une formule toute faite qui va nous donner la position de l'implant et les forces qui s'appliquent sur l'implant à chaque instant de la simulation. Donc même en réfléchissant beaucoup, on ne peut pas trouver ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire on va résoudre ça de façon approchée. Donc c'est pour ça que c'est numérique. C'est parce que du coup on le résout pas de façon analytique, pas juste une formule qui s'écrit à la main. C'est vraiment une formule avec plein de nombres en fait. Donc l'idée c'est qu'on découpe, on va découper, on va discrétiser. Donc ça veut dire qu'on découpe en petits morceaux. À la fois le temps qui passe. Donc on se donne un pas de temps, par exemple ça peut être 1 milliseconde, et ça veut dire qu'on va chercher la position de l'implant par pas de milliseconde, par milliseconde par milliseconde. Et on va aussi découper l'objet en plein de petits morceaux pour définir sa position au niveau de ces petits morceaux. Et donc ça nous donne une solution approchée en fait. Donc on résout des équations plus simples en fait, mais sur chacun de ces petits morceaux, on assemble le tout et ça nous donne la position globale de l'objet. Donc l'idée c'est que de résoudre une équation très compliquée, on va résoudre en quelque sorte plein de petites équations très simples. Et plus on fait un découpage qui est tout petit, plus on va être précis, mais plus l'ordinateur qui va résoudre les équations va devoir travailler. Et là, à l'inverse, si on prend un découpage qui est assez grossier, ça va pas demander beaucoup de temps de calcul, mais par contre, on sera pas très précis. Donc c'est un peu un compromis c'est avec ce compromis-là qu'on joue. En gros, on cherche à faire le découpage le plus petit pour être le plus précis qu'on peut faire avec le matériel qu'on a à disposition. Bon, alors tout ça, c'était un peu théorique. Donc maintenant, je vais montrer des vidéos. Avant les vidéos, Olivier, Ouais. on va passer au deuxième quiz. Ah oui, pardon. Alors, poser une petite question. Alors cette fois, c'est une question un petit peu plus compliquée qui va faire appel à une réponse de ta part. Combien de personnes sont concernées par cette opération en France, en tout cas l'an dernier? Donc, on va laisser un petit peu de temps aux personnes pour répondre. Il faut savoir que pour le premier quiz, ils ont eu bon avec la réponse des osselets à 84%. Voilà. Donc, c'était plutôt pas mal. Pronostic, tu penses que cette fois, ils vont faire mieux, moins bien, mais c'est un peu plus compliqué. On a mis des... Là, c'est plus aléatoire. Ouais. Bon.
Ensuite, tu vas nous passer des vidéos, c'est ça? Cette fois, on va perdre personne, personne ne tombera dans les pommes. À la fin, peut-être. Bon, je pense qu'on va pouvoir donner le résultat. On a eu la bonne réponse, fait 45%. Voilà, de bonnes réponses. Donc, je te laisse donner la réponse exacte. Ouais, alors la bonne réponse, c'est en gros, ça se joue autour du millier, 1000, 2000 opérations, quelque chose comme ça, par an environ, en France. Ce qui est plutôt pas mal, c'est une opération quand même très, très sensible. Oui, bah, c'est pas si développé que ça, mais c'est quand même quelque chose qui. Ouais. Voilà, c'est l'ordre de grandeur, quoi. Dans les gros hôpitaux, ils en font plusieurs centaines par an. D'accord. Voilà. Alors, bravo quand même à ceux qu'on trouvait, du coup. Du coup, je vais partager une petite vidéo. Alors, j'espère que vous voyez bien la vidéo. Alors, tac, je pose. Donc là, je vais commencer par vous montrer. Alors, ici, vous avez, du coup, en gris, vous avez l'implant. En orange, vous avez, du coup, la paroi de la cochlée qui, elle, est plutôt rigide. C'est entouré d'os, en fait, hein. Et en rouge, vous avez la membrane basilaire. Donc, c'est la membrane dont je vous parlais. C'est celle qui vibre quand le son se propage à l'intérieur et qui stimule le nerf. Donc là, on simule tout ça en fait. Donc là, vous voyez l'implant qui rentre. Donc là, l'idée, c'était de montrer un peu, d'essayer de voir si le mouvement paraît un peu assez réaliste en fait. Ce qui se passe souvent, c'est, je fais une pause. Ce qui se passe souvent, c'est que l'implant en fait se bloque au bout et du coup, il se plaque contre les parois sur le côté. Ça leur donne de la force et il continue d'avancer. Donc c'est un peu ça qu'on voyait. Donc là, on s'amuse en fait pour essayer de valider la simulation, pour voir qu'elle donne des trucs à peu près prédictifs. On essaye de reproduire les cas cliniques qu'on avait. Donc là, vous avez le cas, on essaie de reproduire le cas où l'implant s'insère assez bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on garde le bout de l'implant fixe et on ne fait que le pousser. On ne change pas l'orientation en cours de simulation. Bon, on y arrive à peu près. Là, on essaye de simuler le cas où ce qu'ils appellent la folding tip. Donc, c'est le bout qui se plie. On voit qu'on arrive à peu près à le simuler. Et là, en fait, on joue un peu sur les paramètres pour resimuler un cas où l'implant se bloque avant d'arriver au bout. Et là, voilà. Là, vous voyez que la simulation n'est pas très réaliste parce qu'on voit que l'implant se plie beaucoup. On n'a pas simulé le fait qu'il y ait forcément, c'est pas quand on sort de la cochlée, il y a d'autres organes, il y a d'autres os, et du coup, l'implant n'a pas le loisir de se plier autant. Mais bon, ça, c'est pas cette partie-là qui nous intéresse dans la simulation. Alors là, j'arrête. Donc là, on va essayer de simuler différents angles d'insertion pour voir l'influence que ça a sur le fait que l'implant s'insère à fond ou pas. Et voilà. Donc en haut, là, vous avez, du coup, c'est une cochlée réelle, hein, qui a été coupée transversalement pour qu'on puisse voir, du coup, la spirale. Voilà, et du coup, là, vous avez les deux cas. Donc, vous avez un cas où on insère plutôt bien dans l'axe de la cochlée, et un autre cas, on voit qu'on est moins dans l'axe. Et alors, je vais arrêter avant la fin. Et on voit en fait que, bon, comme on pouvait s'y attendre, quand même, il vaut mieux arriver bien dans l'axe. Si on arrive un peu de travers, on voit que ça crée plus de force et du coup, ça bloque plus tôt. Et ça, le chirurgien, il espère être dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il peut des fois se tromper sur l'angle exact. Donc là, on voit quand même que quand on vient dans le bon axe, ça se passe mieux. Voilà. Et là, du coup, on joue sur les paramètres. Du coup, l'avantage d'une simulation numérique, c'est qu'après, on peut jouer avec les paramètres pour tester plein de choses différentes. Donc là, par exemple, on fait varier les paramètres de friction. Et du coup, vous avez à gauche le cas avec peu de friction et à droite le cas avec beaucoup de friction. Et bon, voilà, du coup, quand ça frotte beaucoup, eh ben, on va moins loin. On va beaucoup moins loin même. Voilà. Et alors, dernière chose, donc ça, c'est des expériences que le chirurgien a fait dans son laboratoire. Donc là, c'est, en gros, bon, on voit pas très bien, mais l'idée, c'est que c'est un robot. Donc, au lieu que ce soit le chirurgien qui va venir pousser l'implant, là, il utilise un robot qui va venir pousser l'implant de façon très régulière.
et il met un capteur de force sur. Donc là, c'est une insertion sur un os temporal. Donc c'est la partie où se trouve l'oreille. Et il va venir insérer et mesurer les forts pris par la cochlée pendant l'insertion. Donc là, on voit vraiment. Donc là, c'est une insertion réelle, mais donc fait sur un cadavre, quoi. Hein. Alors, je sais pas, on voit pas forcément très bien. Là, l'implant est inséré dans le coin à droite. En fait, on voit que l'implant passe. On va venir le voir. On le voit un peu avancé. On voit pas forcément hyper bien. Arrête la progression. Et voilà, là, se bloque. Voilà. Voilà. Donc, bon, j'ai pas mis après, mais en gros, on peut mesurer du coup les efforts qui sont appliqués et voir. Donc, on voit que quand l'implant se bloque très tôt, que les forces appliquées sont bien plus grandes, forcément, puisqu'on va venir pousser, et ça va bloquer. Alors que quand l'implant va faire ce qu'on appelle l'insertion complète, et ben là, les forces restent basses à peu près tout le long. Du coup, voilà, c'est ça l'idée. Donc là, le projet va se poursuivre ensuite pour créer des implants actifs. C'est-à-dire parce que là, pour l'instant, c'est un implant complètement passif, on le pousse. Et l'idée, ça va être de rajouter des petits actionneurs dessus pour venir le précourber et essayer de l'insérer plus. Ça, c'est le futur. Pour l'instant, on n'en est pas là, on reste sur un implant passif dans le cas pratique. Parfait, Olivier. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là. On a beaucoup de questions, donc on va passer à la question du public. Je vais commencer par la dernière, parce que c'est celle que j'ai sous les yeux. Donc, Pierre nous demande, pour un patient donné, parlez-vous d'une image obtenue par IRM ou scanner pour bien visualiser la forme de l'oreille? Alors, partez-vous d'une image obtenue par IRM ou scanner pour bien visualiser la forme de l'oreille interne du patient? Alors, en pratique, c'est plutôt scanner, mais on peut faire des IRM aussi. Mais je pense qu'en pratique, ils font pas forcément tout le temps un IRM. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après l'opération, c'est plus difficile de faire un IRM parce qu'on a du coup une électrode un peu métallique, enfin en partie métallique avec les électrodes dans l'oreille. Ça peut poser problème un peu avec l'IRM, mais ça passe encore. D'accord. Toujours une question de Pierre, de fait. Qui date du départ. Quelle est la durée de vie d'un implant? En quelle matière est-il fait? Alors, la durée de vie d'un implant, c'est environ entre 20 et 30 ans en ce moment, en tout cas pour les implants actuels. Et il est fait, donc vraiment, c'est du silicone pour la partie support, en fait. Et après, les électrodes sont, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est du titane. Non, du platinum, du platine pour les électrodes. Et du coup, il y a des fils métalliques aussi qui vont relier au milieu qui passent au milieu du silicone, qui vont relier les électrodes pour venir connecter les électrodes et venir envoyer le champ électrique. Une question de Julie. Alors, je vais essayer de regrouper ces deux questions. Elle nous demande quelle est la qualité du son perçu par le patient, puisqu'elle parle tu parles des 20 électrodes, mais pour une oreille saine, est-ce qu'il y a un équivalent est-ce qu'il y a un équivalent et de combien d'électrodes dans le cadre de cette opération? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a quand même une phase de rééducation, d'éducation en quelque sorte avec l'implant pour que le cerveau s'adapte aussi et interprète ce que les électrodes vont venir stimuler. Donc, par exemple, faut savoir que la cochlée ne grandit pas. Donc, la cochlée d'un bébé garde la même taille jusqu'à l'âge adulte, en fait. Et du coup, par exemple, pour les enfants qui naissent sourds, eh ben, souvent, ils essayent d'insérer l'implant du coup le plus tôt possible, en fait, pour que l'enfant grandisse en ayant l'habitude d'avoir cette stimulation. Et dans ces cas-là, les résultats peuvent être vraiment très bons. Donc, ils peuvent entendre presque normalement, en fait, par rapport à si on va insérer sur un adulte qui aura peut-être mettra plus de temps à bien entendre. Et après, il y a différents niveaux. Entendre très bien dans une pièce calme, sans bruit extérieur, c'est pas la même chose que d'entendre. Bon, maintenant, on peut moins le faire de nos jours, mais dans une pièce avec beaucoup de monde, dans un bar,
forcément, c'est plus difficile d'entendre avec plein de bruit extérieur. Donc, ça prend quand même… mais potentiellement, dans les cas qui marchent très bien, on peut quasiment revenir à une audition normale, en fait. D'accord. On a énormément de questions et je suis désolée pour le public, on ne va pas pouvoir toutes les poser. On va essayer. On a Elias qui nous demande si tu utilises des logiciels de conception assistés par ordinateur du type de ceux qui sont utilisés par les industriels, mais est-ce qu'il y en a pour la médecine? Oui, alors en fait, nous, dans notre cas, c'est du coup, l'image de la cochlée, c'est le scan qui est fait par le chirurgien par l'imagerie médicale qui va nous le donner. Donc, on n'a pas à faire le design de la géométrie nous-mêmes sur ordinateur, si ce n'est pour faire des tests éventuellement. Mais oui, sinon, on utilise là, on est en recherche. Nous, souvent, on utilise des logiciels open source pour la CAO, dans notre cas. D'accord. Mais dans le cas précis là, de l'implant cochléaire, en fait, on n'a pas besoin de faire de CAO. On prend directement l'imagerie médicale, l'image qui vient de l'imagerie médicale. Ok. Une question de Laura. Est-ce qu'il y a d'autres types d'opérations pour lesquelles le numérique permet d'avoir une chirurgie adaptée aux spécificités d'un patient donné? On part sur… Alors oui, notamment il y a des équipes INRIA qui sont spécialisées là-dedans. Notamment notre équipe auparavant développait des simulateurs pour entraîner les chirurgiens, comme vous aviez des simulateurs pour piloter des avions. Donc, on était capable de simuler vraiment des opérations de chirurgie, d'avoir une interaction avec des bras à retour haptique qui donnent une sensation, quand on va venir toucher en simulation, qui donne une sensation de résistance. C'est un peu comme un joystick, mais avec un moteur qui va venir s'opposer au mouvement si dans la simulation on touche quelque chose. Du coup, ça permettait de donner un feeling aux chirurgiens pour venir s'entraîner, notamment sur l'opération de la cataracte, par exemple. Voilà. Enfin, il y a pas mal il y a des équipes à Nice qui font ça. Enfin, c'est un truc qui se développe pas mal. D'accord. Benjamin nous demande comment valide-t-on l'utilisation d'équations plus simples? Là, moi, je ne comprends pas, donc tu vas nous expliquer. Comment valide-t-on? Alors, disons qu'on a l'équation originelle historique, qui est de la loi de Newton, de la loi de la friction. Et après, donc forcément, on va faire une solution qui est approchée. Dans notre cas, puisqu'on ne sait pas la résoudre, on va faire ce maillage, en fait, et on la valide après, notamment en maillant de plus en plus fin et en comparant. En fait, si au bout d'un moment, on voit qu'on utilise des morceaux très, très petits et puis les morceaux de taille encore divisés par 2 et qu'on n'améliore pas la solution, a priori, ça veut dire qu'on a convergé dans notre méthode et que du coup, on est arrivé à quelque chose qui est comme si on avait résolu analytiquement l'équation. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'était ma réponse en tout cas. J'ai une question de Franck. Est-ce qu'on a assez d'opérations pour comparer la simulation à la réalité? Alors, là, dans notre cas, je ne vends pas le fait que la simulation soit absolument exacte. Là, c'est plus, ça nous donne plus une idée qualitative de comment ça se passe et d'essayer de donner des conseils aux chirurgiens pour opérer. Après, pour être vraiment précis, il faudrait qu'on ait en temps réel en fait un retour de ce qui se passe à mesure qu'on insère pour venir corriger la simulation. Parce que forcément, il y a plein de paramètres auxquels on n'a pas accès, ne serait-ce que la friction. On peut que la supposer, mais on ne va pas venir mesurer pour chaque patient le paramètre de friction dans son oreille, par exemple. C'est un des problèmes. Donc, on ne peut pas comparer au cas par cas. C'est sûr que la simulation va se tromper, enfin, ne peut pas être exactement aussi vrai que la vraie insertion. Mais oui, après, il y a des tests qui ont été faits ça nous permet d'apprendre pour notre simulation, mais comment dire enfin, on fait du mieux qu'on peut, disons. Voilà, c'est encore à l'étude en fait. Une question de Fabienne. Quel type d'études faut-il suivre pour faire de la simulation numérique appliquée à la médecine? Parle-nous plutôt de ton parcours très rapidement.
Disons, oui, alors il y a pas mal de chemins qui peuvent mener là, hein. Je pense que c'est plus facile peut-être, quoique, pour ma part, j'ai fait, voilà, alors on peut faire l'université ou des classes préparatoires, une école d'ingénieur dans le domaine des maths appliquées ou de l'informatique. Et c'est plus tard qu'on peut spécialiser, enfin dans mon cas c'est ça, hein, plus tard qu'on peut spécialiser un peu sur une application en médecine. Ouais, je pense qu'il y a plein de chemins possibles. Il faut faire, voilà, faut aller un peu dans le milieu de la recherche, on va dire. D'accord. Bon, une dernière question du public, une question de Pierre. Pour la discrétisation de l'espace, quel pas de simulation utilisez-vous dans vos calculs? Quel pas de simulation? Quel pas de simulation utilisez-vous dans vos calculs? D'accord, donc là, je suppose qu'on parle de pas de temps, j'imagine. Oui, parce que du coup, on pourrait dire je fais un pas de temps de 1 seconde, ou je fais un pas de temps de 1 demi-seconde, ou je fais un pas de temps de 10 millième de seconde. Un pas de discrétisation. Combien de pas de discrétisation? Oui, d'accord. Et ben là, dans ce cas, je crois qu'on avait pris 1 centième de seconde. Mais en fait, voilà, faut savoir, l'opération, elle dure à peu près, dans le cas réel, ça dure une vingtaine de secondes. L'opération d'insertion complète. Et du coup, nous, on simule ça avec des pas de temps à 1 centième de seconde. Ça suffit, enfin, vu l'échelle de temps, c'est bien assez précis, en fait. On ne simule pas un phénomène qui dure un temps très court, du coup, 1 centième, c'est déjà bien suffisant. On n'a pas besoin d'aller simuler avec un pas de 1 dix-millième, quoi. En fait, Pierre précise qu'il veut connaître le pas dans l'espace. Ah, le pas dans l'espace, d'accord. Alors, le pas dans l'espace est finalement pas si petit que ça. Là, dans ce cas-là, c'est du coup là, dans le cas de l'implant, on l'a simulé en petits morceaux de façon longitudinale. Donc, c'est une discrétisation en une dimension en fait. Et du coup, ça doit être de l'ordre de, en gros, du millimètre, quelque chose comme ça. Un pas d'un millimètre. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, parce que nous arrivons au terme de l'atelier, Olivier. Je vais te poser une dernière question, c'est la mienne. Oui. Tu peux me dire en quelques mots ce que t'évoque l'idée des sciences du numérique dans la relation entre l'humain et la nature. Promis, c'est la dernière. Alors, tout simplement, pour moi, les sciences du numérique peuvent se mettre au service de l'homme et de la nature pour venir. Du coup, là, pour moi, c'est le cas un peu typique, comme dans le cas de la chirurgie, on va venir. Du coup, on a un environnement virtuel sur lequel on peut tester plein de choses pour venir après aider le patient dans ce cas-là à mieux entendre. Et enfin, du coup, aider le chirurgien à bien faire sa chirurgie. Donc pour moi, c'est vraiment un outil pour venir nous aider, quoi. Très bien. Eh bien, un très grand merci, Olivier. Donc, Olivier Goury, qui est chercheur au sein de l'équipe d'IFROST. Je remercie également le public pour les échanges intéressants, toutes les questions qu'on a reçues. Cet atelier est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver cet après-midi à 14h une table ronde sur le lien entre la nature et les sciences du numérique dans le domaine de la santé. Elle est animée par Philippe Guénoin avec Guillaume Besselon, Adrien Saint-Sardos et Irène Vignon-Clémentel. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous remercie pour votre présence. Une bonne journée à tous et à bientôt. Merci.